Ça va? Bonjour, ça va. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Moi, je m'appelle Ourenja Vama. Mon prénom français, c'est Guillaume. Mon prénom Ourenja, c'est en langue, en Aquagné. J'ai grandi sur l'île des Pins, avec ma famille, une partie sur l'île des Pins, une partie sur Nouméa, sur la Grande Terre, la capitale. Là, j'ai 31 ans et je suis engagé dans l'écologie, dans l'entrepreneuriat, dans le développement social, économique et environnemental de mon territoire, quoi. À l'île des Pins, j'ai commencé des projets en agroforesterie syntropique. J'ai fait 3 ans d'expérimentation dans le cadre du projet Protège, d'un projet européen, financé par le Fonds de développement européen. Et tout ça, c'est pour moi justement une nécessité de mettre en place des alternatives, faire une proposition sur des projets d'alimentation saine pour la population, quoi. La Kanaki, Nouvelle-Calédonie, est un grand producteur de nickel, notamment. Quel est l'impact sur la vie quand on vit dans une économie aussi dépendante de la mine? Nous, sur l'île des Pins, on n'a pas d'impact direct par rapport à la mine. Elle est juste la structuration de nos sols qui est similaire à celui de la Grande Terre. Les analyses ont montré qu'il y avait énormément de métaux en surface de sol, comme du chrome, du cadmium, du nickel et d'autres métaux, quoi. Et elle a aussi un impact social qui est important sur la structuration coutumière dans ce genre de communes. Beaucoup de conflits qui viennent où il y a des entreprises minières, beaucoup de conflits entre Kanaks viennent de ces positionnements économiques à l'intérieur de ces usines. D'autres sont d'accord, d'autres sont pas d'accord. D'autres valorisent justement ce système économique, quoi. Là-dedans, en fait, ça a créé malheureusement des inégalités sur le foncier, dans les tribus, quoi. Et moi qui ai travaillé avec des communes minières, beaucoup de jeunes de communes minières, l'impact elle est énorme au niveau culturel. Ma génération qui aujourd'hui sont acteurs, mais qui, on va dire, ont chopé ces mécanismes qui étaient bien avant eux. C'est la mine, ça fait une centaine d'années déjà qu'elle est installée sur le territoire. Et là, il y a par exemple la SLM qui est sur la région de Thio avec le groupe Eramet. Ça fait 160 ans, 150 ans qu'ils sont installés, quoi. Et aujourd'hui, l'impact, elle est énorme. Aujourd'hui, Thio, Wailu, Kanala, Naketi, Kwawa, c'est des communes qui ont du mal à se développer. C'est-à-dire que les retombées économiques au nickel, elle n'a pas été, pour le développement des tribus, clairement. C'est-à-dire que si on doit parler de la mine et puis de la situation minière sur le territoire, pour moi, elle n'a jamais amené le développement des régions, quoi. Elle a emmené justement des personnes à devenir indépendants des banques, d'un système qui les a pas amenés vers l'autonomie ou la création de projets autonomes au sein des tribus, au sein des communes. C'est-à-dire des projets durables, quoi, parce que c'était aussi la question de pouvoir réinvestir ce genre d'investissement minier par la mine, de réinvestir dans des projets durables. Mais, moi, je vois pas une commune qui a pu faire ça sur le territoire, qui a pu bénéficier de l'argent de la mine pour développer des projets, par exemple en agriculture régénérative, en aquaculture, en pisciculture ou dans d'autres domaines. J'ai pas vu ça. Je trouve dommage, quoi, parce on a le potentiel de faire du capital d'investissement sur ce genre d'initiative. Parce que là, la manne financière des retombées de la mine, comment est-ce qu'elle est gérée? C'est l'État, il y a Eramet dans un projet notamment. Le positionnement privé-public est un peu ambigu et ça emmène justement à ce que la population ne puisse pas bénéficier directement de l'argent qui est développé par la mine, quoi. C'est plus des groupes d'investisseurs miniers qui sont à l'extérieur du pays, qui sont dans des pays européens, par exemple, qui eux s'enrichissent sur le minier calédonien, quoi. Il y a eu des manifestations qui ont été mises en place, qui ont été faites,
Des gens qui sont allés sur la route, des gens qui ont pris des années de prison parce que voilà, ils étaient pas d'accord avec le système minier qui était établi sur le territoire. Les entreprises privées qui sont pas de Nouvelle-Calédonie, prenaient le 50%, voire 70%, 80% des retombées de la mine sur le territoire. Avec la capacité des 3 usines qu'il y a sur le territoire de faire de l'affinage, aujourd'hui elle est énergivore, mais il y a une capacité justement de faire du traitement. Et d'autres partenaires qui sont à l'extérieur du pays, qui sont plus vers le côté asiatique, qui peuvent faire la transformation de ce produit et la commercialisation, tout en valorisant le produit du pays. Bon, aujourd'hui, ce montage-là, il y en a sur le territoire qui ne veut pas avoir ce montage. Parce que ça emmène un peu une autonomie financière du territoire. Et c'est une question d'indépendance. Quand il y a ça, c'est lié avec la politique, c'est les questions minières. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? C'est des enjeux géopolitiques, quoi. Les indépendantistes ont longtemps misé sur le nickel, justement, pour développer une souveraineté économique. Aujourd'hui, selon toi, quelle est la place du nickel dans le projet décolonial? Moi, je pense que, après, je sais pas vraiment comment pensent les partis politiques du front du FLN. Parce qu'après, en interne, voilà, il y a différents partis à l'intérieur. Après, chacun a des stratégies, justement, sur la pleine souveraineté, la souveraineté économique. Et moi, je pense qu'en fait, ce qu'ils pensent faire, c'est de pouvoir miser sur le capital qu'il y a sur le territoire. Il y a une estimation sur les réserves qu'il y a sur le territoire qui intéresse justement d'autres investisseurs dans le domaine minier pour développer le pays, quoi. Et ce capital permettrait justement de renflouer les caisses du territoire sur les dettes qu'il y a au niveau de la santé et tout ça, puis fiscal, quoi, et de pouvoir emmener justement le pays après, de pouvoir investir dans des projets d'innovation, des projets d'avenir, quoi. Et pour ça, je pense que il y aura pas de séparation minière avec la question de la mine sur le territoire. Ça va être un levier justement sur d'autres développements, d'autres alternatives. Moi, je vois plutôt que c'est ça qui s'affiche, et c'est plutôt ça. Enfin, c'est à ça que beaucoup de partis sur le territoire, envisagent de mettre en place. Et moi, je les encourage à le faire, parce que quand il faut justement développer des projets, là, je parlais d'aquaculture ou de pisciculture, ça demande des compétences, ça demande des investissements. Et pour l'instant, voilà, au lieu d'aller faire des prêts au niveau de l'État, de faire directement de l'argent sur place, quoi. Et c'est la mine qui pourrait débloquer ça, quoi. D'accord. Et tu as évoqué tout à l'heure une nature des sols un peu particulière. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi, agri-forestier? L'agroforesterie, en fait, elle a un lien direct avec la culture. Parce que nous, dans la société kanak, le lien à la terre, on a une grosse importance. Quand on fait une coutume, on prend des produits de la terre pour donner une partie de notre temps et de notre attention à la personne qui est en face de nous. Et une façon de tisser le temps, de tisser l'énergie qu'a pris la plante, elle, dans le sol, mais qu'a pris l'homme à l'entretenir. Et c'est ce lien-là de spiritualité, une connexion immatérielle, qui fait que elle apporte tout son sens à la coutume. Ça, c'est le lien à la terre. Et l'agroforesterie, comme l'agriculture régénérative ou l'agriculture biologique, elle se rapproche complètement de nos méthodes. Aujourd'hui, on connaît un exode rural dans nos tribus. Beaucoup de jeunes ont quitté les tribus, quittent encore les tribus, parce qu'ils ont envie de voir autre chose, parce que les objets connectés aujourd'hui prennent une place importante aussi dans les campagnes, je dis dans les campagnes ici en France, mais comme dans nos tribus à nous. Et là-dedans, c'est tout le lien qu'il nous reste à faire, justement, de développer ce genre d'intégrité, une prise de conscience auprès de la jeunesse. Moi, je l'ai choisi de le faire sur l'agroforesterie, parce que pour moi, elle est en lien direct avec la culture. Planter des arbres à l'intérieur d'un système de culture, c'est tout à fait ce que nos vieux nous expliquaient de faire, quoi. Quand ils disaient que de pas trop couper des arbres à droite et à gauche, et puis de cultiver, puis d'avoir un respect justement de l'environnement. Cette observation qu'on a sur la nature, sur le sol, surtout, pour moi, c'est une forme de sagesse. Et là-dedans, c'est que ils ont développé une forme de sagesse que les scientifiques ont développé différemment, mais qui sont complémentaires. Et moi, j'aime bien le dire, parce que tu vois, par exemple, nos anciens développaient la sagesse, et les scientifiques, ou le système dans sa globalité, le système occidental,
valorise, tu vois, l'intelligence. Et moi, je me dis, enfin, quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? L'homme intelligent, il sait régler les problèmes que l'homme sage sait éviter. Du coup, c'est, tu vois, autant se rapprocher de la sagesse, quoi. Tu vois. Et nos anciens, en fait, ils n'avaient pas de mots. Maintenant, moi, qui travaille avec des scientifiques, des ingénieurs, agronomes, comme en biologie ou en microbiologie, on explique, en fait, ce que nos anciens, en fait, ils avaient totalement raison. Ils ont fait une synthèse de tout ça. Mais c'est fou de voir sur tu vois, qu'un microbe tellement, tu vois, tellement petit, qui arrive justement à faire des choses énormes, quoi. Et voilà, c'est tous ces liens-là qui me plaît et qui m'emmènent comment à valoriser encore plus ce monde de la biologie, quoi, ce monde du vivant. Et voilà, l'agroforesterie, pour moi, elle a un sens justement de remettre l'église au milieu du village un peu, et de remettre l'arbre au système, tu vois, de ce qui est le lien entre la partie souterraine et la partie aérienne d'un système de vie, quoi. Enfin, ça, c'est tout un cycle, hein, c'est tous ces cycles qui manquent à la compréhension des individus pour pouvoir entreprendre dans le domaine agricole. Les primo-habitants de la Kanaky sont arrivés en moins 3000 et ont développé justement une agriculture sophistiquée qui permettait à l'époque de nourrir jusqu'à 100 000 personnes au pic de population. On en vient un peu sur la question de la souveraineté alimentaire. Comment les habitants de la Kanaky Nouvelle-Calédonie s'alimentent aujourd'hui? Et deuxième question en filigrane, est-ce que vous avez encore connaissance des usages justement de cette agriculture à l'époque? Oui, complètement. Aujourd'hui, on a 85% de produits. On dépend de 85% de produits d'importation. Et aujourd'hui la population kanak, comme la population océanienne, comme la population calédonienne, se nourrit de la majorité de produits importés. Et là, le problème et la difficulté elle a rencontré sur la capitale, enfin sur les gens qui vivent dans les villes, mais aussi en tribu. Beaucoup de gens qui vivent en tribu se nourrissent, beaucoup aussi des produits de la terre comme de la mer, mais aussi des magasins qui sont en tribu. Et là-dedans, en fait, ça se questionne sur quoi? Sur la façon de comment nos anciens nous transmettent le savoir. À la façon de comment nous, en tant que jeunes, on prend le savoir. Si à 3000 ans, 3000 ans, il y avait des anciens qui arrivaient à nourrir 100 000 personnes, mais cet échange, il n'était pas qu'en Nouvelle-Calédonie, il était sur l'ensemble du Pacifique. Ce savoir-là, elle a été transmis de génération en génération. Mais après, avec le système colonial, je pense qu'il y a eu une coupure, une cassure avec l'évangélisation sur les méthodes et les façons de travailler dans les champs. Moi, quand je fais le tour, par exemple, où je vais faire des formations en agroforesterie dans différentes régions, je vois vraiment l'impact où quand c'est un système catholique qui s'est installé et c'est un système des protestants qui s'est installé. Ben, là où il y avait les catholiques qui partaient, il y avait beaucoup plus de volonté de déraciner le kanak chez lui, quoi. À la différence des protestants, où il y avait quelque chose de beaucoup plus partagé. Et ça, on le rencontre, par exemple, sur la province des îles, approché par la religion protestante. Et nous, sur la Grande Terre, et puis l'île des Pins, c'était plus la religion catholique. Et on voit leur façon de faire, tu vois, la coutume où ils ont gardé des choses anciennes, leur façon de parler, tout le savoir culturel. Et ils ont encore ce savoir auprès de leurs anciens, ce qui a été interdit pour les gens qui étaient, tu vois, avec la religion catholique, quoi. Partout où il y avait la religion catholique, elle a apporté justement cette violence tu vois, d'interdire le kanak de parler sa langue, de croire aux esprits, de ne plus croire aux esprits des anciens, des esprits de la terre, de croire en Jésus et de ne plus faire des rituels, des rituels coutumiers, tout ça et tout. Il y avait plus ça, quoi. Je pense que c'est ça qui a détaché aussi la population un peu vers ce système de croyance, quoi. Et aujourd'hui, il y a une volonté justement de chaque individu, pour beaucoup de la jeunesse, qui veulent repartir sur ses savoirs et de repartir là-dessus. C'est pour ça que moi, mon travail via l'agroforesterie, elle pouvoir retisser les liens avec les savoirs ancestrales du lien à la terre, ramener cet engagement auprès de la jeunesse des tribus, puis de la population kanak, et pouvoir développer chez nous un système d'autonomie, quoi. Et tu constates, en travaillant en différents endroits de l'île, est-ce qu'il y a une vocation agricole de la part de la jeunesse? Oui, complètement. Il y a une volonté complète. Moi, sur mon exploitation, c'est 1,5 hectare. Sur l'1,5 hectare, quand j'ai commencé,
c'est toute une partie expérimentale. J'ai travaillé sur des sols argileux et des sols sableux. Tout ça, c'était que des expérimentations. Je montais des lignes avec des séquences différentes pour justement tester, faire des tests. Tout ça, c'était une donnée que je prenais. Et j'ai eu des écoles, par exemple des écoles comme le lycée de Pointe-Boute, l'école agricole qui est sur la Grande Arc qui venait me voir, des lycées sur des collèges, sur Nouméa qui aussi venaient me voir, qui eux sont tous dans des vocations tu vois, dans le développement durable, dans l'agroécologie et tout, et dans la science et tout ça, science. Du coup, ils venaient me voir et du coup, je leur expliquais ce que je faisais. Et là-dedans, en fait, il y a cette volonté. Et après, il y a tous des problèmes politiques, économiques et coutumières qui empêchent les jeunes de s'installer. Moi, je dis simplement, si on doit emmener à ce qu'il y ait le développement de l'agriculture, il faut faire une restitution des terres. Une restitution des terres qui est en lien avec le système politique colonial. Il faut aussi faire une restitution, donc en plus des restitutions des terres, une restitution des savoirs, tu vois, sur l'installation. Puis après, il faut faire de l'accompagnement économique, sur des investissements, pour accompagner ces jeunes à s'installer. C'est ce qui ne se fait pas encore sur le territoire. Il n'y a aucune enveloppe financière qui émane du gouvernement du territoire, et c'est justement pour faire ce système d'installation. La plupart des jeunes qui vivent en tribu, eux, veulent vivre de la terre et vivre de la mer. Simplement ça. C'est pas des gens qui veulent être diplômés d'HEC ou de l'ESSEC. C'est pas une volonté. La seule volonté, c'est sur le chemin des anciens et de préserver ces savoirs. Parce que c'est une bibliothèque. Et moi, ce que j'aime bien dire, ce qu'on partage, c'est que on préfère que nos enfants puissent aller dans une bibliothèque vivante que dans une bibliothèque morte, quoi. C'est nous qui avons la responsabilité de la faire vivre. Et personne d'autre. Et c'est à nous de la saisir, quoi. C'est comme ça que, on va dire, chacun à son niveau prend des initiatives pour contribuer à à nourrir ces chapitres, quoi. Aujourd'hui, qui détient la terre et qui peut l'attribuer? Aujourd'hui, la majorité, elle appartient à l'État, au gouvernement calédonien, du foncier privé, et ensuite, le reste, c'est du foncier coutumier. Et ceux qui sont minoritaires sur le foncier en Nouvelle-Calédonie, au Kanaki, c'est les Kanaks eux-mêmes, quoi, qui sont pas des grands propriétaires terriens. Mais le foncier reste une question, particulière, parce que le foncier aujourd'hui, c'est cause de beaucoup de conflits sur terre coutumière elle-même. Et c'est ça le danger aussi. Beaucoup de jeunes aussi quittent les tribus parce qu'ils en ont marre de ça. Marre des conflits entre Kanaks. Et c'est une réalité. Moi, je veux pas vous cacher le truc dans le sens où beaucoup de Kanaks ont été descendus, sont morts sur le territoire, au pays. C'est beaucoup, lié à des problèmes de terre. Et ça, c'est une histoire coloniale qui n'est pas guérie, quoi. C'est une histoire, sur le foncier. Et puis aujourd'hui, la population l'augmente sur du foncier restreint, quoi. C'est là la difficulté aussi de faire de l'installation et puis d'emmener les jeunes à trouver de l'épanouissement. Parce que ce soit dans le contexte coutumier, dans le contexte politique, ou dans le contexte religieux, il y a plein de vices et de malheurs ou de traumatisme qui est créé de génération en génération, qui amène aujourd'hui à couper l'épanouissement d'un jeune, quoi. Beaucoup de nos anciens sont morts pour ça, par rapport à l'accord, par rapport dans les années 80, qu'on défendu, qu'on jamais lâché, ils n'ont jamais abandonné le fait de dire, mais nous, le Kanak, on est propriétaire terrien. Si on n'avait pas ce statut-là, franchement, on serait comme à Tahiti, où en fait, personne n'est propriétaire terrien, quoi. On serait comme dans d'autres territoires d'outre-mer, qui ne sont plus propriétaires de leur terre, quoi. Et moi, je comprends aujourd'hui si les jeunes, ils se rebellent, ou c'est un peu, ils veulent partir sur autre chose, d'autres visions, parce qu'ils sont plus respectés, hein. Ce respect, il n'a jamais été pris en considération clairement par nos responsables. Donc, moi, quand je dis les responsables, c'est politique, coutumier comme religieux. Ils ont gardé un système où cette trilogie d'influence n'a pas essayé de trouver une unité complète pour amener à ce que, quelle va être la place de la jeunesse du pays sur ces systèmes de développement et ces engagements de développement. Il n'y a pas eu de projet concret, sinon il n'y aurait pas eu le 13 mai, clairement. Dans l'histoire de décolonisation, elle a aussi toute une importance aussi la partie décoloniale, mais non pas que matérielle, mais immatérielle. Je parle de la décolonisation mentale.
Parce que les outils aujourd'hui qu'on utilise sont des outils qu'on utilise, qu'on chope à travers la France, on va à travers l'Europe, qui parfois peut-être ne marchent pas, et sur lesquels nous on peut aller chercher dans d'autres endroits du monde des systèmes qui marchent. Parce que si on doit construire une société souveraine, il faut qu'on puisse avoir une diversité d'outils qui nous permettent de pouvoir écrire notre projet d'avenir. Et moi, je crois à ce système d'entonnoir sur lequel on prend un peu ce qui se passe dans tout le monde entier, puis on construit notre pays. On a un pays à construire. Et c'est ça la particularité de nos territoires. On peut baser l'écologie et l'humain à travers de notre structuration institutionnelle ou constitutionnelle de notre territoire, quoi. Accepter d'ouvrir des perspectives d'alternatives, de projets durables et écologiques ou dans d'autres modèles. Enfin, aujourd'hui, c'est un souhait mondial. Beaucoup de jeunes souhaitent préserver le climat, tisser beaucoup plus de liens. Et je pense que la population calédonienne, elle en fait partie. Et ils l'ont manifesté qu'elle en faisait partie. Parce que je me rappelle il y a quelques années où il y avait des jeunes dans des lycées qui se manifestaient pour ça. Et ça, toutes ces particularités, cette richesse qu'on peut créer sur le territoire, elle est dans notre main. 270 000 habitants, c'est la ville de Marseille ou même pas Paris, quoi. Encore. On a la possibilité de le faire sur notre territoire. La seule chose qu'on doit avoir la capacité de faire, c'est de pouvoir, pour nos forces politiques, c'est d'enlever un peu l'ego. Un peu, des gens qui ont un peu nourri trop d'ego chez eux, qui leur permettent de se positionner plus pour leur intérêt que la volonté de l'intérêt collectif et des générations futures, quoi. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs groupes de personnes qui habitent. Donc il y a les Kanaks, les anciens bagnards, toutes les personnes qui sont arrivées avec le boom du nickel à partir des années 60. Aussi des travailleurs de la sous-région Pacifique asiatique. Jusqu'à présent, on avait tendance à penser ou croire que les gens ne se croisaient pas tellement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, de la jeunesse notamment ? Aujourd'hui, la jeunesse, elle est métissée, hein. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, sont métissés. Clair de peau, d'autres aux yeux verts, d'autres aux yeux bleus, d'autres... Et ça, c'est sur l'ensemble du pays kanak, hein. Ça ne date pas, justement, de la question coloniale. Pour nous, en fait, l'histoire de la France avec notre pays, c'est une parenthèse. Parce que l'histoire du Pacifique en elle-même, elle est énorme. Et le métissage qui s'est fait dans le Pacifique, elle s'est fait bien avant la colonisation. Ça, c'est déjà un système de liens qui s'est fait déjà dans le Pacifique. Je pense que tous les jeunes ont beaucoup sont conscients de ça. Ils veulent justement continuer à créer ce genre de liens. Qu'après, avec le boom du nickel, il y a le plan Messner, mais ça qui est beaucoup plus vicieux. C'était pour noyer le suffrage universel direct de la population kanak, c'était de faire importer beaucoup plus d'étrangers sur le territoire, chose qui se fait avec le projet du dégel du corps électoral. Je pense que c'est une continuité de faire emmener beaucoup plus d'étrangers sur le territoire pour le kanak qui sera minoritaire chez lui, pour pouvoir voter, quoi. C'est aussi une prise de conscience, à mon sens, qui est prise par des plus jeunes, pas que kanak, de la société calédonienne dans son ensemble, qui prennent conscience, en fait, que si on veut construire le pays, oui, il faut qu'on le fasse ensemble. Et l'histoire a montré que beaucoup de concessions ont été faites par la population kanak. Nos anciens ont fait ouvert beaucoup de portes. Et nous, on peut que respecter ça, quoi. On peut que respecter ça parce qu'il y en a qui ont donné de leur vie pour que ces choses puissent marcher. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'indépendantistes dont tu fais partie. Quelle est la vision actuellement sur ce processus en cours et sur ce qui pourrait être fait pour y arriver? Nous, ce qu'on souhaiterait, en tant que jeunes indépendantistes, c'est que l'État puisse respecter leur engagement. Aujourd'hui, il y a un accord qui est l'accord de Nouméa qui a été signé. Elle a emmené aussi les transferts de compétences régaliennes. Et ce transfert de compétences régaliennes doit être transféré et travailler justement pour que le pays puisse atteindre sa pleine souveraineté. C'est une chose qui n'a pas été mise en place ou même cadrée par l'État, justement de pouvoir
amener concrètement la décolonisation de nos territoires. Le gouvernement actuel ne valorise pas le lien qu'avec la population, elle garde un système néocolonial sur notre territoire qui ne plaît pas au peuple kanak, quoi. Et je pense que tous ces conflits qui existent sur le territoire, c'est lié à ça. C'est lié à cette façon de comment on nous prend de haut sur l'idée du partenariat qui était signé sur l'accord de Nouméa. Je dis voilà, nous, la jeunesse dans sa globalité, elle prend conscience que il y a des manques d'investissement sur l'accompagnement de la jeunesse, sur le développement entrepreneurial et autres, parce que il n'y a pas de stratégie pure sur l'avenir institutionnel de notre territoire, quoi. Et après, c'est la question référendaire. Dire quel est le positionnement. Enfin, il y a eu 3 fois non au référendum sur comment la question posée. Mais que là-dedans, il y avait la non-participation du peuple kanak au 3e référendum. Parce que, il y a le deuil, et nous, c'est important, le deuil chez nous. Quand on nous expliquait ça, moi, j'avais vu ça médiatiquement, mais j'ai dit, mais c'est clair que c'est ça c'est dans notre culture. On le fait pas parce que c'est par rapport au lien avec l'État ou que c'est en lien avec machin, avec qui que ce soit. On l'a fait parce que c'est nos familles qui sont touchées. Et nous, quand on fait un deuil ou un mariage, c'est toujours c'est la communauté qui travaille ensemble. Et pour gérer une communauté, il faut prendre des mois, des semaines. Parce que il y a plein de gestes coutumiers qu'on fait. Et je pense que là, non, que l'État n'était pas, impartial sur le sujet calédonien par rapport à cette question-là de référendaire. Parce que si elle connaissait vraiment le peuple kanak, elle aurait pris la décision de bloquer le référendum pour dire ouais, c'est comme ça dans leur culture. Il y a beaucoup de passage en force qui est fait par l'État par rapport à le positionnement que représente notre territoire, géostratégiquement et économiquement pour l'Europe et pour la France. Quand on vient en France, moi je respecte la culture française. Quand je vais en Europe, je respecte, j'ai fait la Budapest et tout. J'ai visité des pays européens. Tous les pays européens que j'ai visités, je les admire pour leur culture. Ils sont fiers de ça. Ils sont fiers quand même moi, quand je viens les voir, je leur parle de ma culture, et me présentent la leur. C'est cette richesse-là qui est développée. Ce lien d'empathie, cette réciprocité qui est entre nous, qui est puissant, quoi. Parce que on parle avec des personnes qui sont pas dans le paraître, on parle avec des personnes qui symbolisent l'être. Et c'est ça qui manque un peu chez nous, quoi. Et l'identité kanak, en plus, est paradoxalement au cœur du processus de décolonisation, même dans les accords de Nouméa de 98. La culture peut se transmettre de différentes manières à la maison, déjà d'une base. Elle se transfère par les parents, par la famille, par le clan. Et c'est une responsabilité des coutumiers de pouvoir gérer cette transmission.
Il y a aussi par l'école, oui, qui est une part importante. Mais aujourd'hui, c'est le système d'éducation nationale qui, sur le territoire, doit avoir une adaptation à ce genre de processus. Ces questions, il me semble, ça fait 30 ans qu'ils en parlent, quoi. Moi, j'ai pas vu concrètement des parcours éducatifs basés sur la culture kanak. Parce que il y a eu beaucoup d'annonces sur plein de projets qui étaient en cours sur le territoire, mais peu d'actions concrètes qui ont été mises en place. Mais ça, c'est pour ça que moi, mon avis, elle est important que ce soit les coutumiers qui prennent ces responsabilités, parce que c'est eux qui sont gardiens de la coutume, gardiens de l'identité kanak. C'est eux qui sont gardiens. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se présenter en politique ou se présenter dans autre chose qui n'a rien à voir avec la coutume. Parce que là-dedans, c'est que malheureusement, sur l'ensemble du territoire kanak, du nord au sud jusqu'aux îles et partout, il y a beaucoup de positionnements où le coutumier, en fait, se met à la place d'un entrepreneur, se met à la place d'un politique, chose qui n'est pas son rôle. Mais le truc, c'est que c'est la considération qu'on porte à la richesse. Moi, je préfère 1000 fois être avec avec un coutumier riche de par la culture, qu'être avec un entrepreneur milliardaire ou millionnaire. Parce que ça n'a pas la même richesse. On ne cultive pas la même richesse. Je préfère être avec un gars comme ça, qu'être avec un gars qui a que du matériel, quoi. Et les coutumiers, ils sont élus ou c'est de génération en génération? De génération en génération. C'est des droits d'aînesse. Il y a eu des modifications au cours de l'histoire, mais après ça s'est reconstruit, retissé par la communauté elle-même. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont aujourd'hui les préoccupations de la jeunesse au sens large? Kanak, mais aussi vu que tu connais un peu les autres communautés plus largement. Je pense qu'il y a deux visions différentes d'une société portée par les jeunes. Il y a la partie la plus intellectuelle et la plus difficile et structurée, à mon sens, qui est de pouvoir étudier ou travailler dans un champ ou travailler. Pour moi, ça va dans le même truc. Et qui veulent construire une famille, quelque chose d'une société respectueuse de l'humain, une société respectueuse du climat et toute une harmonie de travail en communauté, tout ça. Et après, tu as une autre part de la société, qui sont de la jeunesse, qui sont dans la facilité. Les objets connectés, le m'as-tu vu, tu vois, tout dans le superficiel. Les victimes de la société de l'argent, du capitalisme, qui font des images à Dubaï, des trucs comme ça. Ça a un impact aussi sur la jeunesse, et je me dis que c'est une réalité. Ça, je parle très bien pour la Nouvelle-Calédonie, mais je l'ai vu en France aussi. Et que c'est des choses qui creusent un fossé sur les extrêmes. Après, on le voit en politique aussi que ça se creuse. Et aujourd'hui, ceux qui, soi-disant, pouvaient créer l'équilibre ne sont plus présents, quoi. Moi, j'y crois parce que tôt ou tard, les estampes, ça va péter. Et c'est bien que ça pète parce que ça va redonner du nouveau, quoi. Pour moi, la jeunesse kanak, océanienne, ou même calédonienne, face sur la jeunesse du pays, elle est victime d'un système sur lequel nos forces politiques, de l'époque, même jusqu'à maintenant, ont essayé, mais qui, à partir du 13 mai, ont alimenté une certaine haine auprès des jeunes, quoi. Et c'est des personnes qui ont des discours qui ont été déplacés pour la population kanak, par exemple, et qui a amené, on va dire, beaucoup plus de violence et qui, par ces violences, ont créé inconsciemment un traumatisme chez les jeunes. Et on le voit parce que le besoin de casser une vitre, voler une voiture ou péter quelque chose, c'est un besoin d'existence. Si on regarde à la racine, c'est exister. Et c'est pour ça que moi j'étais formé en tant que thérapeute et coach. Et toutes ces questions d'outils thérapeutiques, je suis aujourd'hui sur l'objectif de développer des outils en prenant les bases de la culture kanak et en se développant sur des outils de développement personnel et entrepreneurial. Parce que dans mes objectifs, c'est de pouvoir accompagner les jeunes justement à prendre ce chemin du développement personnel, aller sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi, justement pour construire ensuite des projets, pour entreprendre, pour construire le pays. Il est important qu'on puisse partir sur de l'intelligence émotionnelle
pour comprendre et accepter ces traumatismes, pour pouvoir lâcher prise. C'est de pouvoir retracer l'histoire et de comprendre en fait que peu importe ce qui nous est arrivé en tant que peuple, mais qu'on reste intègre sur nos principes et nos valeurs pour construire notre territoire, quoi. Il y a une chose qui est dit, c'est que tant il y aura un Kanak, c'est le Jean-Marie qui disait, tant qu'il y aura un Kanak encore debout, quoi, on ne pourra pas l'enlever l'idée d'être indépendant, quoi. Après, c'est un besoin, quoi. C'est un besoin d'autonomie, le besoin d'appartenance, le besoin d'existence, le besoin d'épanouissement. Elle est propre à chaque individu qui vit sur cette planète. C'est pourquoi nous, en tant qu'Kanak, on ne pourrait pas l'avoir. C'est ce qui fait la différence entre nous et puis d'autres nations dans le monde. Mais j'espère que voilà, de tout le partage que j'ai pu faire entre la partie politique, la partie culturelle et la partie intellectuelle, voire émotionnelle de ce que je peux partager avec vous, comment a pu résonner chez vous. Et en fait, ce que je tends aussi une perche auprès de différents organismes à travers l'Europe au niveau international sur le fait de nous accompagner justement à créer ces projets-là. Et que vous puissiez, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec cette partie de l'entonnoir, qu'on puisse construire ensemble cet entonnoir et montrer que c'est possible de faire de l'intelligence collective à travers les frontières pour construire d'autres pays. C'est-à-dire que, avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir sur des projets de développement sur le territoire, sur du foncier coutumier, privé ou public, peu importe, mais qu'on puisse agir ensemble. Je vous ouvre les portes, n'hésitez pas à me contacter, justement pour qu'on puisse construire ensemble ces choses-là, quoi. Et pour l'agroforesterie, pour des projets agricoles, des projets d'élevage, des projets de pêche, on a plein de choses, on a une biodiversité énorme sur notre territoire. On a beaucoup de projets écologiques, humains qu'on peut développer. Puis on veut partager notre culture, qui est une richesse, et voir comment, voilà, on développe le mindset kanak, quoi. On a une façon de penser, un esprit. C'est cet esprit qui est sur notre drapeau. Le drapeau kanak, la flèche fêtière, qui est ici, elle est représentée. C'est notre esprit, notre façon, voilà, c'est notre mindset. Et avec grand plaisir de vous partager notre mindset. Venez le découvrir, quoi. C'est 100 000 euros le ticket d'entrée. Merci. Super.